Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Juste quelques mots pour présenter l'école des arts numériques, mais je te laisserai expliciter exactement de quoi il s'agit. Mais NAD UCAC, c'est son vrai nom entier. L'École des arts numériques, animation, design, où on a retransféré le Centre NAD, Centre national d'animation et de design, donc en École des arts numériques, pour conserver le NAD, oui. Parfait. Donc du Québec, et forme depuis plus de 30 ans des étudiantes et des étudiants à l'image numérique. C'est juste? Oui. Toi, tu es venu en 2014. Oui, ou peut-être 15, mais 2014-2015. 2014, je crois. Pour présenter la transition de l'école privée vers l'université. Okay. J'expliquerai en entrée de jeu, oui. Ah ben voilà, très bien. Et eh bien, ça fait 10 ans, quoi. Donc 10 ans plus tard, comment ça se passe? Et voilà, dans un contexte qui est devenu, je peux le dire, plus difficile, hein, ici, enfin chez toi comme ici. La première chose, lire à DIRAF, je vous dirais, je suis content de vous retrouver après une dizaine d'années. Je vois que ça a bien évolué. Les sujets sont pertinents. Quand j'étais là, il y a une dizaine d'années, on n'avait que les RAF, il n'y avait pas les radis. Donc, moi, je suis avec vous là, depuis le tout début, donc j'ai trouvé ça très, très enrichissant. Ensuite, tu me demandes comment ça se passe l'industrie. Je pense que chez nous, au Québec, c'est un peu comme chez vous. Depuis 2 ans, c'est un peu morose pour moyennement les mêmes raisons. Dans notre domaine, on a tous vécu, si je remonte 2 ans en arrière, la grève des scénaristes, la grève des réalisateurs chez nous américains là, sur le service. On a eu des modifications au niveau du crédit d'impôt aussi qui a donné un coup dur à notre industrie. La situation économique, l'inflation qui n'a pas aidé à la relance. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une industrie qui est un peu plus, effectivement, là, qui est au ralenti au niveau du Québec en termes de production de films d'animation. Autant on recevait plusieurs projets internationaux qui venaient se faire fabriquer, faire produire au Québec. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus tranquille. La production locale tarde à se relancer. Donc, on verra comment ça va aller. Par contre, nous, au niveau universitaire, je pense que c'est un peu... l'effet paradoxal, c'est que comme on est un peu à la fin de la chaîne de formation, bien, on est en pleine croissance, développement de programmes. L'université est en croissance de 10 à 12 depuis les 3 dernières années à chacune des années. Le gros défi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos étudiants une fois qu'ils ont terminé? On les place où? Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas dans la présentation, mais à la fin, je pourrais y revenir en tant que tel. Très bien. Ben, je te laisse commencer et peut-être te présenter déjà, pardon, parce que je ne l'ai pas fait. Parfait. Donc, juste pour me présenter au départ, donc Christian Beauchesne, plusieurs ici me connaissent ou me reconnaissent. J'ai commencé dans l'industrie en 2006 au niveau du cinéma, Bureau cinéma-télévision du Québec, à titre de responsable du cluster audiovisuel, donc organiser des missions à Annecy, rencontrer, c'est comme ça, j'ai découvert Magélis, je crois, en 2010 environ. On a commencé à travailler ensemble. Donc, plusieurs missions commerciales pour valoriser le secteur des effets visuels, de l'animation 3D, qui était ma spécialisation, 2006 à fin 2012, pour ensuite faire le saut, justement, au niveau de l'université, l'École des arts numériques, titre de responsable, tout ce qui est formation continue, relations aux entreprises. J'ai fait de l'intérim au niveau de la direction générale et travaillé un peu à la transition, là, une portion de la transition au niveau universitaire. Pour avancer plus sur l'école, j'aime dire qu'on est né avec l'arrivée des dinosaures, avec Jurassic Park 93. Vous savez, pour animer les dinosaures, justement, c'est un logiciel de Montréal, Softimage, qui avait été utilisé à l'époque. Et c'est à ce moment-là que deux formateurs précurseurs se sont associés justement à Softimage pour créer l'école qui était un centre privé, le Centre NAD, Centre national d'animation et design, qui a évolué, je dirais, de 92 à aller jusqu'à 2006 à titre d'école privée, où justement, à chaque fois qu'un Softimage vendait son logiciel un peu partout à l'international, ben, on avait des formateurs qui pouvaient se déplacer. Et du même coup, ils ont démarré aussi une petite, l'école en tant que telle, des petits groupes de formation, et on a évolué au fil des ans. Début des années 2000, il a fallu se réinventer, revoir un petit peu notre plan d'affaires. Ce qui arrive, ceux qui connaissent bien le Québec, on a la structure des cégeps, qui sont des collèges, des centres de formation publics, pour dire gratuits.
Nous, en tant que centre de formation privé, à 15 000 canadiens par année versus 3 ans de formation au cégep gratuit pour apprendre les mêmes techniques d'animation 3D. Oui, la qualité était là chez nous, on était apprécié de l'industrie, mais au fil du temps, on savait qu'on se ferait rattraper. On a travaillé justement de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau universitaire, sachant qu'il n'y avait pas personne qui était sur ce créneau-là à ce moment-là. Finalement, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi qui nous ont racheté en 2006 sur une opportunité d'affaires là, avec des contrats en Chine qu'ils avaient. L'Université Tianjin souhaitait avoir nos formations à nous. Étant privé, c'était plus difficile. Donc, je vais me dire, dans le voyage de retour en avion, une petite signature sur la napkin, et puis on a été racheté de cette façon-là. Aujourd'hui, le campus à Montréal, on est à Montréal, on a un campus depuis toujours, depuis 92 à Montréal. Par contre, on a déménagé en 2019 dans la nouvelle structure que vous voyez là, où on a triplé en gros notre superficie avec 7500 mètres carrés sur 3 étages, qu'on retrouve avec des studios de tournage, un petit studio de tournage, studio pour donner les cours de capture de mouvement, cours d'éclairage, photographie, petite salle de visionnement, cinéma aussi. Là, je suis désolé, je n'ai pas mis les photos en tant que telles, là, mais juste pour énumérer rapidement. Un amphithéâtre aussi. Aujourd'hui, le NAD, ça nous a permis effectivement de mettre en place notre plan de croissance pour passer, je vous dirais, peut-être d'un 300 élèves qu'on avait en 2018 à être au plus de 500 aujourd'hui. Et on espère que la croissance n'est pas terminée dans un contexte où on continue à développer des nouveaux programmes, le programme que je vous présenterai par la suite. Autre nouveauté également, on a ouvert un nouveau campus à Sherbrooke. Là, pour ceux qui connaissent le Québec, c'est à 1h30 dans les cantons de l'Est, 1h30 de Montréal. 2022, on a ouvert un campus là-bas pour 2 raisons. La première, Ubisoft a ouvert son studio, un studio de production, et ils nous ont approchés dans le contexte où il n'y avait pas d'école pour former des artistes 3D. Donc, on y a réfléchi un peu, et je dirais le lendemain, deuxième coup de fil, c'est la ville de Sherbrooke qui nous a approchés, qui nous ont appelés pour dire, écoutez, avec l'arrivée d'Ubisoft, on s'est mis un plan stratégique de développer un écosystème bâti autour de la création numérique, jeux vidéo, animation, expérience immersive. On aimerait ça que vous soyez partie de l'aventure. On a fait les analyses d'affaires, puis finalement, on a décidé d'embarquer dans le projet. Pas par contre, mais en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'à Sherbrooke, ce n'est pas le même programme qui est offert qu'à Montréal. Donc, c'est vraiment un programme distinctif que je vais aller justement présenter. Donc, le petit résumé de ce que je viens de vous dire, effectivement, le NAD, c'est effectivement fondé en 92, c'est deux campus qui, je veux dire, qui appartiennent au NAD, mais on a également à Chicoutimi, où on relève l'Université du Québec à Chicoutimi. Nos programmes ne sont pas offerts là-bas, mais on relève des autres pour de la collaboration. C'est 10 programmes d'études en tant que tels, plus de 500 étudiants. Ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on est allé chercher aujourd'hui, dans une université, on a 14 professeurs réguliers. Quand je mentionne professeurs réguliers, c'est des professeurs universitaires dont la moitié aujourd'hui ont leur doctorat et doivent faire de la recherche-création, pour lesquels on collabore beaucoup avec différentes universités au Québec, mais aussi avec des universités ici en France internationales. Donc, voilà. Et pour garder un lien quand même assez direct avec l'industrie, on a une quarantaine de chargés de cours qui, eux, justement, travaillent et viennent enseigner à nos étudiants, peut-être plus la matière pratique, les spécialisations en tant que telles, pour les étudiants, pour garder un petit peu les réflexes de quels sont les bons procédés en entreprise, là, conserver cette main-là. Et effectivement, on a différents mentors parce que le projet Synthèse, c'est des gens de l'industrie qui peuvent mentorer les projets. Depuis 1992, c'est plus de 2500 diplômés qu'on a un peu partout à travers le monde qui évoluent dans les différentes industries. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec notre croissance, le NAD étant une école qui forme des artistes, ce n'est pas de la programmation. On a quand même une certaine parité hommes-femmes au niveau des étudiants. Je dirais qu'on est passé, ça évolue entre 40 à 60 à 45-55 selon les années, selon les cohortes. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et cette croissance-là nous a amené aussi, avec l'université, à développer des services aux étudiants qu'on n'avait pas auparavant. C'était souvent les professeurs, les équipes administratives qui portaient tout ce qui était activité étudiante, mais également soutien aux étudiants, travail social. Donc, aujourd'hui, on peut bénéficier à temps plein d'une travailleuse sociale qui peut s'occuper justement des étudiants, de les écouter dans leur bureau, gérer leur anxiété et puis les aider justement dans leur parcours, leur apprentissage à ce niveau-là.
Je vous parlais des 10 programmes, effectivement, qu'on peut avoir. Si je fais les références un peu chez vous dans les programmes de formation, ce que nous avons, effectivement, c'est, je pense que ça va être peut-être un peu plus clair comme ça, du niveau premier cycle, on a tout ce qui est les certificats. Les certificats, c'est un peu la première année du baccalauréat. Baccalauréat qui est l'équivalent du bac plus 3 un peu chez vous à ce moment-là. Donc, création 3D, nous, c'est vraiment les artistes qu'on forme à Montréal. On ne touche pas vraiment à la programmation, donc on touche vraiment à la création artistique. On va aller chercher sur les 3 ans création 3D pour spécialiser en jeux vidéo ou encore spécialiser pour le film, effets visuels, animation 3D. Et ce que je mentionnais, sur le campus de Sherbrooke, effectivement, on a un autre baccalauréat, mais qui est pour les tech artists, donc vraiment artistes techniques, où ils vont avoir un mix de programmation et volet artistique dans leur parcours. Dans nos programmes, on a quand même une certaine clientèle internationale qui vient faire un tour. Pour l'instant, ça va assez bien. Nous, on n'est pas répercutés. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qui se passe un peu au Québec. On a coupé certains permis d'études, donc on permet à moins d'étudiants internationaux de venir étudier chez nous. Dans notre contexte, on n'est pas tellement impacté pour ça parce qu'on a des partenaires stratégiques, je dirais, avec des universités françaises, belgiques, en Suisse, et puis en tant que tel dans ce contexte-là. Au niveau du deuxième cycle, qui marche bien aussi également, là, je parlais de partenariats internationaux, c'est le Master 1, si vous voulez, qui est notre DESS, qui est une année, notre 4e année de baccalauréat, si vous le souhaitez. On a on a des partenariats qui fonctionnent bien avec, je peux penser à Albert Jacquard, Paul Valéry du côté de Montpellier, ou IMM aussi, contexte-là, où les étudiants choisissent de venir chez nous pour faire leur 4e année de bac dans une spécialisation qui est le design de jeux vidéo narratifs. Donc, l'étudiant, quand il termine ses études avec nous, se trouve avoir un double diplôme, le diplôme de chez nous du NADUQAC et son diplôme de son université. Et ensuite de ça, on a aussi tout ce qui est le master de 2 ans, une maîtrise en art, nous, qu'on appelle chez nous, en art de design numérique. Donc, c'est une maîtrise en recherche-création, où les étudiants ont peut-être 5 cours théoriques, mais après ça, ils vont avec un projet de recherche qui leur est propre. Projet, souvent, je vous dirais, on en profite pour travailler les nouvelles technologies, y aller en expérience immersive. Et même chose, ça aussi également, c'est assez populaire là, au niveau des collaborations avec les universités françaises. Ici, à Angoulême, on est en train de revoir notre partenariat avec l'Engmin, avec qui on avait un partenariat qui fonctionnait bien avant la pandémie, mais qui, depuis le retour à la pandémie, il fallait se réorganiser. En fait, une autre modification que le gouvernement québécois a apportée, c'est le fait qu'il ne finance plus les échanges de courte durée. Donc, ça prend 1 an et plus maintenant pour nous que nos étudiants soient financés pour se déplacer à l'international. Donc, dans ce contexte-là, on est en train de revoir la maîtrise, le master international de l'Engmin. On participe avec eux à revisiter ce master-là pour qu'il puisse être adapté pour recevoir nos étudiants de notre côté, pour faire valoriser les échanges de part et d'autre entre le Québec et Montréal et la France et Angoulême surtout. Côté doctorat, c'est depuis 2 ans. On a un doctorat. Très, très Depuis 2 ans, on a un doctorat sur mesure aussi. Donc, 5 étudiants là, qui ont démarré ça l'an dernier au niveau en fait 4 l'an dernier et un cette année au niveau du doctorat sur mesure. Donc, ça va bien au niveau de la croissance, développement des programmes. Et puis, on a des programmes courts aussi de 2e cycle spécialisés dans tout ce qui est chevelure et grooming et les effets de simulation 3D à ce niveau-là. On est au RAF, donc je vais plutôt parler de ce qu'on fait en animation 3D plus qu'en jeu vidéo. Quoique je vais revenir un peu sur le volet immersif à la fin. Je ne l'ai pas mentionné, mais moi j'avais d'ailleurs deux mots-clés. Là, depuis que je suis avec vous, il y a 2 mots-clés que j'ai retenus que je dois placer dans ma présentation. France 2030 et intelligence artificielle que je n'avais pas prévu de placer en tant que tel. Ça aurait pu être huître et puis, je ne sais pas moi, tu vois. Oui, j'aurais pu me donner un autre défi. Oui. Mais c'est peut-être si je reviens sur la dernière slide, je parlais des partenariats. Effectivement, dans ce qu'on travaille, on est l'école internationale qui participe au dépôt France 2030 avec l'Université de Montpellier et avec Magellis. Donc, on a 2 projets là, sur lesquels on est impliqué pour les dépôts sur France 2030. Donc, il y a ça un premier mot de mention placé. L'innovation, je pense que j'ai voulu rattacher un petit peu la présentation avec ce qu'on fait en termes d'innovation à l'École NAD en fonction des RADIRAF aussi, de ce contexte-là, par les formations et par l'innovation. L'innovation à l'École NAD, on le travaille
je parlais de recherche-création, on n'est pas vraiment en recherche-développement, on est beaucoup plus en recherche-création. Dans ce contexte-là, on essaie de travailler, d'être des early users sur les nouvelles technologies. J'ai mis un petit extrait. En fait, vous pourrez aller voir à la fin, vous allez avoir le lien pour les vidéos que François, un de nos professeurs, fait sur son compte LinkedIn pour présenter un peu comment on travaille avec les nouvelles technologies. OpenUSD, c'est une technologie que, je crois, depuis 2021 qu'on suit, 2022, je crois qu'on l'utilise dans nos projets. François, qui est professeur chez nous à temps plein, là, était auparavant justement le lead pipeline développeur pour des boîtes comme Framestore, OFX, entre autres. Maintenant, il est chez nous à temps plein. Donc, il n'hésite pas à travailler avec les différents studios pour voir un peu là, comment ils l'utilisent, comment que nous, on peut l'adapter dans nos productions étudiantes et tenter de pousser les technologies. Un peu la même chose du côté d'Houdini. Là, on en parlait, on connaît bien Houdini pour tout ce qui est les effets, travailler avec les effets de simulation. Par contre, cette année, on s'est donné le défi de travailler un projet 100% en animation avec Houdini, travailler le rig, travailler tout ce qui est l'animation, la capture de mouvement, comment l'intégrer, travailler avec Apex, travailler avec le USD. Malheureusement, je n'ai pas le projet final. Je vais vous donner les liens pour aller le voir, mais effectivement, là, fait que c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a présenté également du côté des développeurs chez SideFX, montrer un peu le travail qu'on a fait. François, vous avez le lien de son LinkedIn, là, si vous voulez le consulter, allez voir un peu ce qu'il fait. Il poste là, régulièrement des petites vidéos explicatives de comment on travaille avec ces technologies-là. François, vous le connaissez, vous allez peut-être, quand vous verrez son image, vous allez peut-être le reconnaître. Il est souvent à SIGGRAPH là, pour faire des présentations du NAD avec justement les équipes de SideFX sur comment on travaille avec leur technologie, avec leur logiciel. Donc, c'est un peu le défi qu'on s'est donné. Fait que oui, on a sorti cette année là, un film là, qui s'appelle Exit. Là, si vous le voyez, vous allez le retrouver dans la sélection de fin, qui est fait, l'animation, l'ensemble du projet est fait, je dirais, à 90% sur Houdini en tant que tel. L'autre volet intéressant aussi, c'est qu'on s'est donné comme défi, il y a une équipe qui a pris comme défi également de travailler avec Unreal, qu'on a parlé un peu tantôt, on a parlé depuis, qu'on revoit revenir assez fréquemment dans les différentes présentations. Une des équipes, effectivement, qui avait commencé son travail de façon avec un pipeline un peu plus classique, a décidé de plonger dans Unreal quand ils ont eu la présentation. Unreal est venu faire une masterclass, effectivement, sur le MetaHuman, comment c'était quoi les innovations dans la dernière version du logiciel. Et ils ont décidé à ce moment-là de tout prendre ce qu'ils avaient fait comme asset, d'intégrer ça dans un pipeline Unreal pour travailler tout ce qui était c'est pas mal, ils n'étaient pas trop avancés dans leur projet, là, mais de retravailler tout ce qui était le storyboard, la pré-production, de transférer ça en animatique, de retravailler après ça les différentes séquences de layout en temps réel, l'éclairage, ainsi de suite. Avec Unreal, ils ont été franchement impressionnés et de travailler, pourquoi ils ont pris cette décision-là, je l'ai mentionné, c'est le volet MetaHuman sur lequel ils ont vu de dire, bien nous, justement, on veut faire quelque chose c'est un hommage que vous allez reconnaître là, auprès d'un personnage de bande dessinée quand même bien fort connu, là, que vous allez pouvoir bien reconnaître dans la présentation qui va suivre. Donc, c'est ce qu'ils voulaient revenir avec un volet un peu plus réel, humain, qui pouvait se ressentir dans leur court-métrage. Et je vais vous donner, là, comme on est à Annecy, puis pas Annecy, je dis là, moi je suis parti dans le mauvais. On est sur Angoulême avec le festival de la bande dessinée, qui malheureusement, j'ai compris qu'il sera annulé cette année, mais n'empêche, on va vous présenter un peu le projet qui a été fait par les étudiants. J'ai l'immense honneur de vous présenter une invitée exceptionnelle ce soir. Une aventurière hors pair, une scientifique douée et une amie très chère. Yoko Tsuno. Yoko. 何に思いを馳せていたんだい。ごめんねおじいちゃん。ほら見てごらん。あ、綺麗。真珠がどのように育
つか知っているかい？真珠は小さい粒から始まるんだ。慎重に貝の中に置かれてね。まるで君のようにこの広大な宇宙の中の小さな光のかけら。感じたこと、感情、思い出を積み重ねながら、そして真珠は成長する。貝はその粒を真珠層で包み、何層にも重ねていく。やがてさまざまな冒険へと旅立つだろう。でも一番大切な冒険は自分自身の奥深くへと向かう旅なんだ。そこで君はいろいろ見つけるだろう。君の最も大きな恐れを、君の最も深い迷いを、でも同時に君の本当の姿を。忘れないでほしい。幾重にも重なる層の奥に君の真実があることを。どんな冒険が陽子をどこへ連れて行こうとも、君はいつだって一つの存在として完璧なんだよ。でもおじいちゃん、この冒険はいつ始まるの？C'est un projet de définissant de troisième année, effectivement, au niveau baccalauréat. On parlait tantôt de la situation de l'industrie, de comment, effectivement, nos étudiants, suite à ça, pouvaient se trouver de l'emploi. Voyez-vous, là, c'est un peu ce qu'on a démarré avec eux, les différents étudiants. C'est un peu nouveau. Depuis 3 ans, aujourd'hui, on laisse les étudiants scénariser leurs projets, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. La scénarisation provenait des professeurs ou encore d'une personne de l'industrie. C'est un peu nouveau. Donc, on les lance maintenant sur des cours, ceux qui veulent poursuivre par la suite, en termes de formation continue, d'aller sur des cours d'entrepreneuriat en production. C'est des projets que nos étudiants, leur idée, ils veulent les pousser plus loin en série télé, en court-métrage, en film. Donc, on essaie de les accompagner. C'est un peu pour ça, c'est que j'avais Annecy en tête, parce qu'on était à Annecy avec le projet là, pour le présenter, effectivement. Du côté, je crois que c'est Dupuis, là, donc on a eu certains retours, là, mais c'est des projets qui se travaillent en tant que tels. On en a parlé un peu tantôt, ou hier, en fait, ceux qui étaient là hier, on a parlé aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est d'étudier l'impact de l'intelligence artificielle sur l'animation. Je n'ai pas de réponse pour vous, je n'ai pas rien à apporter, à l'exception de dire que ce qu'on essaie de travailler, c'est un peu comme fait un peu l'équipe de Creative Machine qu'on a parlé, qu'on a vu hier encore. On a organisé un AI Jam avec certains étudiants qui ont pris les outils qu'on connaît tous, les outils publics, pour essayer de travailler à partir d'un scénario de base qui avait été rédigé à l'avance, de créer une courte animation de 2 minutes.
Ils ont réussi quelque chose d'assez, je dirais, bluffant, là, d'intéressant, ce qui a amené la suscité des réactions du côté des studios chez nous du Québec, qui se sont mis à mieux discuter. Au départ, on était assez secret sur ce qu'on fait en intelligence artificielle. En voyant ce qu'on a réussi à sortir du AI Jam, les studios nous ont approchés pour nous rencontrer, discuter avec les étudiants. Puis je vous dirais que 2 étudiants du groupe ont réussi à se trouver se sont fait engager sans même... ils finissent leurs études avec nous, là, mais ils ont un emploi justement pour voir un peu où on s'en va avec ça. Fait que nous, je dirais c'est une belle porte pour commencer à poursuivre la discussion avec les studios, où là, on a une ouverture de discussion. Ce qu'on m'a demandé aussi de vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en termes de recherche-création. Pardon, j'avais juste une petite question. Est-ce que vous avez aussi des formules d'apprentissage, de formation à la fois en entreprise et à l'école? Est-ce que vous fonctionnez aussi comme ça dans vos cursus? Pour la formation, non, dans le cursus académique, on n'est pas en alternance. Alternance. Non, on n'est pas en alternance chez nous. Ce qu'on travaille, c'est au niveau des stages. Dans le contexte où nous, on ne donne pas de cours pendant la période d'été, qui est le mois de mai, aller jusqu'au mois d'août. Donc, dans cette période-là, c'est ce qu'on incite les étudiants ou les studios à se trouver des stages. Enfin, on fait du maillage, là, en fait, pour que les étudiants puissent se trouver des stages. Et c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne à ce moment-là. C'est des stages d'été entre la 2e et la 3e année, puis parfois, on peut la faire à la fin de la dernière année aussi, également. Même chose, là, écoute, si tu m'ouvres la porte, je vais lancer. Je sais que j'ai rencontré quelques studios ici, c'est qu'on a des bourses pour la mobilité internationale qui peuvent s'appliquer sur des stages à l'international. Fait que dans le contexte de certains partenariats qu'on a de ville à ville, on a des bourses là, qui s'adressent pour bonifier effectivement la participation là, pour le déplacement, l'hébergement de nos étudiants là, en France, à ce moment-là, pour suivre des stages et les études. Laboratoire de création, ce que je mentionnais au niveau universitaire, ça fait partie de notre plan stratégique. Aujourd'hui, depuis ce printemps, depuis le mois d'avril, on a une nouvelle structure de gouvernance avec une doyenne qui a pour mission, pour mandat, effectivement, d'accélérer ce qu'on fait en recherche, aider nos professeurs, chercheurs, les laboratoires à trouver d'autres fonds de recherche. Actuellement, on a un laboratoire... je vais finir par Mimesis, en fait. Là. On a le laboratoire Praxis qui est orienté plus sur l'étude, effectivement, des pratiques en design de jeux vidéo. Créat, qui est une chaire de recherche en économie créative et mieux-être, qui, justement, Créat, c'est la chaire de recherche qui est impliquée avec l'Engmin ici pour le rethinking, le redesign, effectivement, de la maîtrise ici. Dans les laboratoires, effectivement, on a acquis Mimesis, qui est un laboratoire qui est spécialisé dans tout ce qui est la narrativité sur les expériences immersives. On a acquis un dôme pour eux, pour leurs expériences de recherche, dans lequel, effectivement, là, on a des formations spécialisées pour ça, mais également revoir les modes de présentation. On travaille beaucoup avec les planétariums, on travaille beaucoup avec ceux qui connaissent bien Montréal, la Société des arts technologiques, qui ont leur dôme aussi personnel avec qui on travaille pour représenter, avec eux pour aider à créer différents événements, faire de la recherche avec eux, de la formation aussi également. Et ce qui nous amène, je vous dirais, c'est un laboratoire qui est extrêmement sollicité au niveau de l'international pour faire des collaborations et des présentations. Yann, qui est notre expert aussi, fait plusieurs présentations dans des festivals internationaux, surtout en Asie, là, je vous dirais, dans ce contexte-là. Sinon, le NAD, on a toujours été reconnu pour nos liens forts avec l'industrie. Si jeux vidéo, c'est quoi? C'est 300 sociétés qui sont encore présentes jusqu'à aujourd'hui. Du côté des effets visuels, de l'animation, on était une 40, 50 il y a 2 ans. On est peut-être tombé à 25, une trentaine. Ça ferme, je ne dirais pas au jour le jour, mais ça ferme quand même assez rapidement dans certains cas, dans ce contexte-là. Mais on garde une belle collaboration. Ce que je vous présente, en fait, Imaginade, c'est notre gala de fin d'année où on présente les œuvres étudiantes. Et ça reste encore, malgré la crise, supporté par l'industrie. C'est vraiment eux qui nous aident à financer ce gala-là. Donc, voilà un petit peu. Je vous mets ça ici. Si vous voulez aller voir l'ensemble des projets de nos étudiants, là, que ce soit jeux vidéo, il y en a pour 1 heure à peu près. Sortez le popcorn, là, sortez le verre de vin. Mettez-vous relax, puis vous pouvez regarder ça. Là. Il y a pas loin d'1 heure de projection que vous pourrez regarder sur l'ensemble de nos finissants. J'attends, oui, je vais aller... Ou je peux rester là puis aller sur la suite. Ça fait sensiblement le tour de ma présentation pour... Okay. Merci. Oui. Merci beaucoup.
Et si vous êtes de passage à Montréal, n'hésitez pas à me faire signe. Ça va me faire plaisir de vous faire visiter nos espaces. Tu parlais donc de partenariat avec des universités, avec l'Engmin. Il me semble avec d'autres écoles aussi en France, non? Oui, en fait, on a quand même plusieurs ententes de signer avec les universités et des écoles. Là, on peut penser à Brassard, l'ESMA, entre autres. Là, je sais qu'on travaille avec l'INNOV. Il y a des projets qui se travaillent avec les Gobelins en discussion actuellement. Ce que j'expliquais, c'est que l'enjeu, c'est des partenariats qui ont bien fonctionné avant la COVID. C'est pas une question de COVID ou non. Là, oui, on a arrêté les déplacements dans cette période-là. C'est plus qu'au retour, je crois qu'en 2022, où le gouvernement québécois a décidé d'arrêter de financer les déplacements de moins d'1 an d'échanges étudiants. Donc, il faudrait, si les écoles sont toujours intéressées à travailler avec nous, il faudrait juste se revoir puis rediscuter l'entente pour la remettre à jour à ce moment-là. Là. Parce que je pense que nous, on accueille vos étudiants, ça va bien, là, ça, je pense qu'on en a quelques-uns, mais à l'inverse, nous, on n'arrive pas à les faire sortir dans ce contexte-là. Oui. Eh bien, on va passer la parole à la salle. Alors, je vois une main levée. Oui. Elliot, tu as quelqu'un qui lève la main là-bas. Oui, mais plus haut. Oui. Déjà. Et puis après, effectivement, un peu plus bas. Daniel Santos de chez Toon Boom. Christian, ça oui, va? Salut. Ça va? Oui. Est-ce que vous envisagez, parce qu'ici, en France, on a 47 écoles, peut-être, est-ce que vous explorez un peu de 2D? On est vraiment dans la culture, merci pour la question, on est vraiment dans la culture 3D, là, je te dirais. Par contre, à la formation continue, on a fait des projets en 2D, notamment au niveau du storyboard. Là, au retour de la COVID, ça c'est un autre truc, le gouvernement a financé la reconversion de certains métiers pour lesquels nous, on avait sorti des formations spécialisées en storyboarding, justement, où on travaillait la 2D, en animation faciale, 3D et 2D. On a travaillé tout ce qui était la gestion de projet, tout ce qui était la production virtuelle et la spécialisation en effet de simulation. On a fait ça pendant 2 ans et demi jusqu'à temps que les subventions arrêtent. Mais fait que formation continue, on s'y intéresse, on regarde comment retravailler ça. Le problème, c'est que là, on n'a plus de support de l'industrie, fait qu'il faut payer plein prix école privée, là, si tu veux, pour ces formations-là. Donc, on est en réflexion de comment aborder la meilleure structure de programme. Oui, oui, merci. Bonjour Christian, Hugo Spar du SNTPCT. Déjà, merci, j'ai pu en 2023 bénéficier des formations du soir au NAD en CFX au moment des layoffs à Montréal. Donc merci d'avoir aussi été là pour fournir de la formation aux professionnels qui se retrouvaient mis sur le carreau. Je me demandais, avec la crise des scénaristes, enfin la grève des scénaristes, la baisse des permis d'études, l'arrêt du crédit d'impôt aussi, quels ont été les challenges pour le NAD pour se réinventer dans ce contexte au Québec qui est ultra compliqué, et de l'emploi et des fermetures d'entreprises, et aussi des Français, des francophones, ou en tout cas des étrangers qui venaient avant à l'école? Quels ont été les challenges et comment vous avez dû réinventer un petit peu dans ce contexte économique très compliqué? Merci. La chance qu'on a actuellement, c'est qu'on peut prendre notre temps pour se réinventer dans le contexte où, nous, l'école, on est en croissance. C'est le placement dans le marché qui est difficile pour nos étudiants. Mais ce qui nous amène, c'est qu'on peut prendre, pour pas prendre trop de temps non plus, là, mais on peut prendre un certain temps pour repenser. Nous, on y va actuellement en développant des nouveaux programmes. Notamment, ce qu'on réalise, c'est que c'est plus facile de collaborer avec les écoles, les institutions internationales sur le 2e cycle, à partir du niveau master. Donc, c'est là-dessus qu'on se concentre en quelque sorte pour développer des programmes qui vont nous permettre des échanges internationaux, attirer en fonction des besoins de l'industrie. Là, tu vois, c'est beaucoup l'industrie, tout ce qui est le secteur de l'expérience immersive, qui est relativement en éclosion, là, je te dirais, au Québec, dans un contexte où les expériences immersives sont beaucoup travaillées avec le secteur du tourisme pour attirer les gens dans les régions à visiter le Québec. Donc, il y a comme un boom économique à ce niveau-là. Fait qu'on travaille beaucoup, des sociétés Moment Factory, là, peut-être que vous connaissez, c'est qu'on va les consulter, l'ensemble de ces industries-là, avec XN Québec, qui est leur association, pour voir comment on peut mieux les aider. Après ça, on verra. Je pense qu'on a 2 ans devant nous pour bien travailler, pour s'ajuster aux défis qui s'en viennent.
C'est dans 2 ans. Si on n'a pas fait les bons choix, c'est là qu'on va recevoir les contre-coups. Mais pour l'instant, ça va bien. OK, merci, bon courage. Rien. Puis effectivement, là, juste pour terminer, bien, effectivement, là, au niveau académique du baccalauréat, les formations sont offertes en présentiel, mais tout ce qui est formation continue, on les offre en ligne, puis c'est ouvert à tous, même à l'international, on peut travailler. Oui. Oui. Oui, bonjour. Le doctorat, c'est un diplôme qui valide une expertise, qui est une expertise de chercheur, donc une capacité à produire de la connaissance. Et il y a une question qui est un peu récurrente en France, qui est dans les doctorats de recherche-création. Quelle est la place de la création? L'exercice de création, quelle place il a dans ce processus de formation du chercheur? Moi, j'allais dire, c'est tout, là. C'est ce qui prend toute la place, parce que nous, en fait, il a quoi, 3 cours. Les personnes doivent suivre 3 cours de base, et après ça, c'est vraiment de plonger dans un projet. Parce que l'étudiant, pour être admis, doit présenter un sujet de recherche-création. Donc, à partir de là, ben, c'est quoi? C'est sur 4 ans qu'il doit faire ses études pour arriver vraiment avec sa thèse, qui est orientée pour nous, pas nécessairement toujours un papier qui est sorti, mais qui doit réfléchir à un enjeu au niveau du design numérique, là, ce niveau-là. Donc, technologique, mais en sachant que ce n'est pas nécessairement du développement logiciel. Là. On est de comment l'utilisation, l'expérimentiel, comment l'usager va réagir sur certaines tendances et des trucs comme ça. Mais c'est vraiment orienté, c'est 4 ans de recherche-création qu'il doit faire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, en partie. En tout cas, chez nous, il y a une question récurrente qui est que le doctorat, c'est en soi faire sa thèse, c'est pas faire une œuvre, c'est produire de la connaissance. Nous, on est plus sur l'œuvre. Et c'est cet équilibre-là qui peut être un peu difficile. Là, je vais vous avouer qu'on débute. Ça fait 2 ans qu'on est... c'est la 2e année avec les étudiants. Il faudrait peut-être se reparler dans 2 ans pour voir, quand on aura nos premiers diplômés, comment a été le processus, comment ça s'est fait. Sinon, ça me fait plaisir de vous mettre en contact avec les professeurs qui supervisent effectivement nos doctorants, là, pour avoir une discussion. Moi, je suis plus au développement des affaires, fait que je vois un peu comment ça se passe, mais de l'intérieur, la discussion avec l'étudiant, je pourrais vous mettre en contact avec Laureline ou Yann. Oui. Merci. Oui. J'ai le micro. Donc, oui, bonjour. Sophie Vaillant pour le SNRT-CGT. Alors, moi, j'ai 2 questions. Oui, je suis là. Voilà. Moi, j'ai connu le centre NAD, parce que j'étais au Québec à ce moment-là, où c'était privé, en même temps que Icari. Oui, je vais juste dire, Robin est toujours là. Robin est toujours avec nous. Le fondateur est toujours avec nous. Oui, mais la conversion du privé au public, moi, j'aimerais avoir un peu plus de détails là-dessus, parce qu'il me semble quand même qu'à l'époque, c'était $10 000 l'année, quelque chose comme ça. Oui. Donc, comment on passe de $10 000 l'année en 96, moi c'est les données dont je me souviens, à ce que vous êtes maintenant. Oui. Ensuite, sur votre campus à Sherbrooke, je comprends que là, vous travaillez avec Ubisoft. Donc, on a vraiment des formations qui sont adaptées en vue de intégrer Ubisoft. Donc là, on serait sur un vrai partenariat. Je forme des gens pour qu'à la sortie, ils aient du travail, et ils ont du travail chez Ubisoft, parce que je rappelle juste que les RAF, l'origine même de l'existence des RAF, c'est ça, des rencontres, animation, formation, où on forme des gens pour qu'ils puissent travailler à la sortie. Oui. Donc, est-ce que vous arrivez à ça pleinement sur Sherbrooke? Et pour finir, quel est le pourcentage de vos étudiants qui arrivent à intégrer l'industrie en sortant? Merci. Oui, parfait. Ça fait 3 questions, mais c'est bon. On commence avec la première. Bien, la conversion, effectivement, nous, ce qui est arrivé quand on a été racheté par l'Université du Québec, il y a eu un processus à faire quand même de transition et d'évaluation. Donc, premièrement, je dirais effectivement, bon, ça coûtait, si on revient sur les coûts, on était quoi, à 15 000, on est monté même jusqu'à 15 000 $ canadiens pour une année. Aujourd'hui, étant une université publique, on est à quoi, 1 500 $ par trimestre, mais 3 000 $ pour une année.
Donc, c'est beaucoup plus abordable pour venir suivre nos formations. La transition 2006 à 2008, ce que je veux dire, déjà, il a fallu mettre à niveau nos professeurs. Les formateurs qui étaient avec nous n'avaient pas tous nécessairement, il y a une exigence là, pour enseigner à l'université. Il faut avoir une maîtrise ou avoir un doctorat. Fait qu'au minimum, nos professeurs devaient aller chercher leur maîtrise. Certains ont poursuivi au doctorat. D'où je reviens, on a encore peut-être, aujourd'hui, avec les nouvelles embauches, on exige le doctorat. Plusieurs doivent faire de la recherche, livrer de la recherche. Et ensuite, de 2008, où on a commencé le premier CICOP, le certificat, il a fallu rédiger l'ensemble du programme de baccalauréat, le remettre à niveau, le faire valider par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce qu'on a fait, là, je dirais justement, de 2006 à 2008, pendant que nos professeurs suivaient leur mise à niveau. Et ensuite, 2008 à 2012, on a eu nos premières cohortes et c'est là qu'il a fallu quand même être évalué, puis présenter nos programmes, avoir l'évaluation d'autres universitaires qui sont évalués ce qu'on enseignait, et pour 2012, avoir nos approbations, puis être reconnu vraiment comme un département, un campus universitaire. Donc, il y a eu quand même, tu vois, pas loin d'un 6 ans de travail de transition qui a dû être fait et validé par le gouvernement, par le ministère. Répondre à ta question sur Sherbrooke, en fait, c'est une invitation d'Ubisoft. La formation n'est pas uniquement pour Ubisoft, n'est pas uniquement orientée. Oui, on l'appelle jeux vidéo parce que pour avoir notre subvention, il a fallu l'écrire jeux vidéo. Là, je vais t'avouer, on n'a pas de finissant encore. Ça a commencé il y a 2022, c'était un certificat. 2023, notre première cohorte de baccalauréat. Donc, ils sont en 2e année aujourd'hui. On va avoir nos premiers diplômés l'an prochain. Ce qu'on essaie de faire, puis quand je disais que la ville de Sherbrooke est impliquée aussi dans un contexte de développement d'écosystèmes, on veut s'assurer que les compétences qui sont acquises peuvent être appliquées pas uniquement au secteur du jeu vidéo, mais d'être appliquées effectivement beaucoup. En animation, si on peut avoir des studios d'animation dans la région de Sherbrooke, ce qu'on est en train de travailler. Là, localement, les producteurs, pendant la pandémie, les producteurs sont sortis de Montréal pour s'établir en région, fait qu'on a des opportunités qui s'établissent là. De travailler aussi, puis je vous dirais que c'est moins sexy peut-être, mais les compétences, toutes les compétences que nos étudiants développent, que ce soit dans les programmes à Montréal ou encore à Sherbrooke, qui peuvent travailler dans tout ce qui est l'imagerie 3D, donc l'imagerie médicale, l'architecture, j'aime pas toujours dire ça, mais dans le militaire aussi. On peut travailler dans l'aérospatiale. L'Agence spatiale canadienne offre des stages pendant l'été à nos étudiants. Tu me parlais de stages. Donc, pour le bras canadien, ils ne vont pas jouer, animer le bras canadien, mais ils vont faire des vidéos de formation, là, puis recréer de la modélisation 3D pour les programmes de formation. Donc, c'est un peu ce qu'on vise à Sherbrooke, c'est d'avoir des étudiants qui sont polyvalents. Puis ici, je ne sais pas s'il y a des gens d'Ubisoft ici, mais si Ubisoft, ça va so-so, puis ça crache demain matin, moi, mes étudiants, il faut qu'ils puissent se trouver de l'emploi éventuellement. Je ne veux pas dépendre d'Ubisoft pour les placer à Sherbrooke, là, nécessairement. Puis ils ne seront pas capables d'absorber non plus l'ensemble de ce qu'on va produire. Fait que nous, ce qui est intéressant, c'est la stratégie, c'est de travailler avec la ville pour pouvoir les aider à eux, avec la main-d'œuvre conforme, d'attirer des entreprises là, sur leur territoire. Et pour parler du taux de placement, pour terminer, si je reviens sur il y a 2 ans passés, on avait quand même un taux de placement de pas loin de 90 %, sur tous nos diplômés dans les 6 mois qui suivent leur diplomation. Les gens arrivaient à se trouver. C'était vraiment en effervescence, le domaine du divertissement numérique. Aujourd'hui, je suis plus à du 30-40 %. Même 40, je pense que je suis peut-être généreux. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les étudiants. En fait, je vous dirais, c'est pas compliqué d'une certaine façon. C'est l'an dernier, les groupes qui ont terminé sont venus me voir en me disant, Christian, on le sait qu'il n'y a pas d'emploi à la sortie. Par contre, on a plein d'idées. On voudrait faire nos propres projets. Comment tu peux nous aider avec la formation continue? Et c'est là qu'on a commencé à mettre en place des nouveaux cursus privés là, de ce contexte-là, sur l'entrepreneuriat et la production, que ce soit pour le jeu vidéo, l'expérience immersive, la production d'un film d'animation. On a commencé cet automne avec les premiers groupes là, qui se sont relativement bien remplis là, pour les premiers cours. Donc, une sorte d'incubateur? Ça, c'est la phase 2. Non, je ne sais pas si j'ai du temps un peu rapidement, mais ce n'est pas une stratégie secrète non plus. C'est que je parlais des régions avec Montréal, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais étant basé à Sherbrooke et étant basé du côté, avoir des liens du côté de Chicoutimi, des villes en région qui veulent revitaliser leur centre-ville en misant sur tout ce qui est les entreprises, effectivement, technologiques, numériques.
Ce qu'on a démarré en entrepreneuriat, eux sont prêts à nous soutenir sur un volet d'incubation. Donc, c'est pour ça que je parle de phase 2. Là, probablement que l'an prochain, il y aura un cycle qui va se compléter après la formation de pouvoir être soutenu par les municipalités par la suite pour la phase d'incubation. Merci beaucoup. Merci.